Quand vient le temps de choisir une équipe pour gérer le Québec, doit-on prioriser parité ou compétence? Avec Alain Reyes, Déborah Cher-Enfant, Jacinthe Evarel et François Lambert, c'est parti pour 30 minutes de débat. Bon, c'est un moment que plusieurs attendaient avec impatience. Une semaine après avoir été assermentée, la nouvelle première ministre du Québec a dévoilé son Conseil des ministres aujourd'hui. Un premier exercice de taille pour Christine Fréchette qui a dû jongler avec pas mal de choses, avec du nouveau et de l'ancien pour rebrasser un peu les cartes d'un parti qui est au pouvoir depuis 8 ans maintenant. Elle souhaitait ramener l'unité au sein du parti, un objectif qui ne lui aura pas permis de réduire la taille du cabinet ministériel comme elle l'avait annoncé pendant la course à la direction. Soyez les bienvenus au Conseil des ministres. 28 élus choisis par Christine Fréchette dans le but de donner un nouveau souffle au gouvernement de la CAQ. Il s'agit d'une équipe solide, composée de femmes et d'hommes dévoués. Une équipe représentative de toutes nos régions et prête à servir le Québec. La nouvelle première ministre a décidé de faire de Yann Lafrenière son homme de confiance. Ce dernier devient vice-premier ministre en plus de conserver son poste de ministre de la Sécurité intérieure et des relations avec les Premières Nations. L'ancien adversaire de Mme Fréchette dans la course à la chefferie hérite quant à lui du titre de super ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ainsi que de la stratégie maritime. Je suis très content parce que la stratégie maritime va me permettre de continuer à travailler sur les dossiers qui concernent la construction navale. Parmi les ténors du parti, Éric Girard, Sonia Lebel, France-Hélène Duranceau, Simon Jolin-Barrette et Sonia Bélanger conservent leurs portefeuilles respectifs. Je, François Bonnardel, déclare sous serment que je remplirai les devoirs de ma charge de membre du Conseil exécutif. Assermenté à titre de ministre responsable de la jeunesse et de ministre délégué aux régions, M. Mathieu Lévesque. D'anciens et de nouveaux visages intègrent aussi le cabinet Fréchette, composé de 17 hommes et 12 femmes au total. Je, Catherine Bloin, déclare sous serment. Avec 41 de femmes, le nouveau Conseil des ministres n'est pas parfaitement paritaire, mais respecte de justesse ce qu'on appelle au Québec la zone paritaire, soit une proportion de femmes ou d'hommes située entre 40 et 60 Dorénavant, tout ce qu'il faut, c'est être audacieux. Alors soyons audacieux et ensemble, on va bâtir le Québec de demain. Merci. Alors, notre question ce soir, la parité au Conseil, au sein du Conseil des ministres, pardon, est-ce que c'est essentiel? Premier tour de table. Alain, qu'est-ce que tu en penses? Tantôt, Michel te dit qu'il faut choisir entre la compétence ou la parité. Je pense qu'il n'y a pas d'obligation. Les deux se font de pair. Il y a 50 de femmes dans notre société, 50 d'hommes. On parle de zone paritaire. Je pense que les premiers ministres ont tout l'embarras du choix pour choisir des femmes compétentes autant que des hommes. Déborah? Tout ce que mon collègue a dit, parce qu'effectivement, on n'est pas là pour opposer parité et compétence. Au contraire, parité égale compétence. Et on ne gouverne pas une société en excluant la moitié de sa population. Et c'est aussi une question de cohérence et d'exemplarité. L'État québécois exige de ces sociétés d'État qu'elles soient paritaires. Alors pourquoi ne pas montrer l'exemple? Jacinthe. Non, pas la parité à tout prix, parce que c'est la compétence qui prime et les meilleures personnes dans les bons sièges. Et parfois, le bassin de candidats qu'on a, si on veut avoir les meilleurs joueurs dans les bonnes places, bien, ça fait en sorte qu'on sort de la zone paritaire et c'est pas plus grave que ça. François? Absolument contre, parce que la zone paritaire qu'on essaie de montrer ici est une zone paritaire régionale. Hommes, femmes. Et quand on regarde la composition du Conseil des ministres, c'est loin d'être paritaire. On n'est même pas dans la zone paritaire parce que ce sont les hommes qui ont les postes importants et les femmes qui ont les postes vraiment moins importants. Donc, pour moi, c'est presque une insulte à la femme, ce qu'on a présenté aujourd'hui, parce que c'est vraiment, mais vraiment... les femmes de second ordre. Tu vas nous expliquer ça un peu plus. J'ai vu un peu dans ton argumentaire. Selon les portefeuilles, c'est intéressant d'ailleurs, selon les portefeuilles, parce que j'ai des encouragements de répondre à ça. Effectivement. Du gaz, hein? OK. Ah oui, ça va être facile, ça répondre. Oui, mais on veut comprendre, au-delà du débat. Quand du oui d'un côté, du non de l'autre, allons voir comment ça se divise à la maison. Alors, 28 des internautes qui nous disent que oui, la parité au sein du Conseil des ministres est essentielle, alors que 72 pensent que non ce soir. On commence ça comme ça, on efface, on recommence. Quand vous êtes prêts, attendez un peu d'entendre les commentaires de nos débatteurs. Vous pourrez balayer le code QR, répondez, commentez par courriel sur X ou sur Blue Sky. On veut vous lire en fin d'émission et n'oubliez pas, vous, d'utiliser vos interrupteurs au besoin. On va clarifier quelque chose tout de suite. On l'a dit un petit peu dans la présentation.
quand on parle de parité au Québec, on a tendance à parler de zone paritaire. Parce qu'une vraie parité, c'est 50-50. Exactement. On s'entend, là? Tout à fait. Quand on dit, on a à peu près, à part à une exception près, je pense qu'on est très rarement dans la vraie parité, mais on est dans une zone paritaire qui est entre 40 et 60 %. Ça donne pas mal de latitude. Est-ce que vous êtes surpris, d'abord, qu'on n'ait pas réussi à atteindre une parité un peu plus élevée, là, parce qu'on est à 41 %, là, Déborah? Moi, je suis surprise, légèrement surprise. Je comprends les efforts. Je comprends aussi les arguments. Je ne suis pas d'accord, mais je comprends les arguments par rapport au fait du pool qui n'existe pas, peut-être. Mais par contre, non seulement c'est une promesse électorale, dans sa course à la chefferie de Christine Fréchette, mais aussi parce que c'est une femme. Puis je n'ai pas envie d'essentialiser le fait que ce soit une femme et de mettre encore plus de responsabilités sur les épaules d'une femme, mais ça doit aller au-delà d'un symbole. C'est une femme première ministre, donc la représentation de son rôle doit aussi venir avec la responsabilité d'ajouter une certaine parité. Donc oui, j'ai été surprise et je pense qu'elle avait les moyens d'atteindre cette parité et c'est une occasion manquée. Puis la raison pourquoi elle avait les moyens d'aller encore un peu plus loin, c'est que là, 12 contre 17 hommes, c'est à peu près 41 %. Exact. Puis il y a déjà 46 elle-même. Il y a 46 % de femmes élues en ce moment à l'Assemblée nationale. Donc, elle aurait peut-être pu aller un peu plus loin. Cela étant dit, moi, dès qu'on est dans la zone paritaire, ça permet justement de laisser la souplesse un peu, comme souligné, lorsqu'il y a certaines compétences qu'on va chercher. Mais je tiens à dire juste quelque chose. François, en tout respect, quand on parle de cabinets les plus importants ministériels, les deux, c'est éducation, santé, c'est deux femmes qui sont là. Donc, les femmes ont le trésor. Il y a des gros cabinets. C'est pas vrai que les femmes ont été exclues. Je pense que ça, il faut juste le mentionner. Les femmes ont été exclues des postes. Si on regarde, on peut diviser... On va laisser François nous expliquer son... On peut diviser le Conseil des ministres, dans le fond, les super poids lourds. Donc, c'est Bernard Drinville, Éric Girard, Sonia Bélanger. Après ça, tu as les poids lourds. Donc, c'est Jolin Barrette, c'est Bonnardel. Là, je ne les ai pas toutes par cœur, là, parce qu'il y en a plusieurs. Et après ça, tu as les poids légers. La famille, le sport. Et quand tu regardes la composition, surtout la dernière tranche, on est à 60 % de femmes et les autres, on est à majoritairement des hommes. Donc, tous les gros ministères... Quand tu prends ces ministères-là, ces portefeuilles, tu les mets en ordre d'importance, on pourrait dire. Là, quand tu les prends en groupe, tu fais dans les sommets, il y a une plus grande proportion d'hommes, alors qu'en bas, il y a une plus grande proportion de femmes. Raison de plus pour monter à 50-50, parce qu'en c'est pour ça que je dis que tu viens de les handicaper encore. Mais c'est pour ça que je dis le Conseil des ministres, on a fait de la place aux femmes à une place pas si forte que ça, à peine 41 %, mais je suis du côté de les compétences. Ça ne veut pas dire que les femmes n'ont pas des compétences. Elle a posé les amener à des postes plus importants pour dire on a un conseil qui est renouveau. Il n'y a pas de renouveau dans son conseil des ministres. On est d'accord. Je vais rester sur la parité un peu. Elle avait une chance d'aller chercher, ça voulait vraiment, parce qu'elle l'a annoncé. C'est pas comme si elle ne l'avait pas annoncé. Elle avait annoncé un non-élu. Elle avait annoncé une réduction du Conseil des ministres, puis la place aux femmes énormément. Et c'est alors, pas il y a quelque chose qu'elle ne coche pas, là, justement, dans ce cas-là. Mais j'ai l'impression que François est plus de notre côté, même plus loin que nous. Dans le sens où il serait paritaire. Il serait pour la parité, mais pour des postes à plus de responsabilité pour les femmes. Moi, j'aime la compétence. Je lance ça comme ça. On calme tes stratégies pour la mettre de ton côté. Je n'ai aucun problème si c'était 100 % femmes. Je veux des gens compétents pour gérer. OK, Jacinthe, allons-y là-dessus, parce que ça, tu nous le répètes souvent. Tu me le répètes souvent, c'est la compétence en premier. Puis après, si c'est la parité, tant mieux. C'est ça? Oui, et la compétence, ça inclut aussi la trajectoire, ça inclut l'expérience, ça inclut les diplômes, ça inclut la capacité à naviguer dans le système politique, la capacité aussi, là on parle de ministre, donc il faut être leader, donc la capacité de leadership. C'est toutes des qualités et un bagage d'expérience qui ne se retrouve pas nécessairement chez tous les députés. C'est pas parce qu'on est élu député qu'on possède les qualités intrinsèques d'un bon gestionnaire et qu'on peut être nommé ministre. Alors, en ce sens-là, quand le bassin nous propose... En ce sens-là, je pense à beaucoup d'hommes ministres qui n'ont pas les qualités de leadership. Je veux dire, je ne vais pas nommer respectueusement des personnes qui ont été reconduites, des personnes qui ont fait des courses à la chefferie, qui n'ont pas les compétences de leadership et qui se retrouvent. On est beaucoup plus friand à accorder des chances aux hommes pour faire leurs tests qu'on est friand d'accorder des femmes pour faire leurs tests. Donc, c'est pas une question de compétence. Si vous preniez tous les CV des députés de la CAQ actuellement, est-ce qu'on est tous d'accord? Vous pensez qu'il y a plus d'hommes qui ont des meilleures compétences que des femmes dans l'ensemble de la députation caquiste? Non, je pense pas qu'on peut aller là, Alain, parce que sinon,
on n'a pas analysé chacune des personnes. Ouais. Ça serait... Et comme c'est pas un renouveau, on les connaît tous. Donc, oui, mais l'affaire, là, c'est qu'il faut arrêter de penser que, comme Jacinta vient de dire, que tout le monde a les capacités d'être ministre. C'est pas vrai que... Il y en a beaucoup qui sont là qui... Donc, vous partez du principe qu'en général, dans une députation de députés, de quelque parti que ce soit, les hommes seraient plus qualifiés que les femmes qui ont été élues par la population, la même population. Selon ma catégorisation de super lourd et léger, Christine Fréchette, elle a exactement fait moi, ça. je t'arrête là-dessus, je suis pas d'accord. 70 du budget du gouvernement est dirigé par 2 femmes. Oui. Le ministère de l'Éducation puis de la Santé. Ça, c'est des super lourds. C'est égal là-dessus. C'est-à-dire, c'est correct à la limite que si c'est là... 4 personnes, c'est correct, puis après ça dérape rapidement. Si tu gères de l'argent puis t'es tant de meilleur d'entre nous autres en affaires, tu as 70 de tout l'argent qu'on envoie au gouvernement qui est géré, décidé par 2 femmes. Moi, je trouve que c'est un gros poids. On peut quand même aussi, si on supporte l'argument là, de François, on peut aussi dire que ce sont des ministères problématiques aussi. Gérer la santé, c'est un énorme portefeuille, c'est une énorme responsabilité, mais c'est aussi une superbe occasion d'aller se planter parce que, on va se le dire, c'est pas un ministère qui nous fait ressortir gagnant, là, surtout pas en 2-3 mois de mandat. Ben, c'est un dossier. Donc, on envoie les femmes là pour qu'ils se plantent. Mais je pense que OK, on arrête ça là. On va revenir après la pause. Je rappelle notre question. La parité au sein du Conseil des ministres est-elle essentielle? Allez répondre à la question, commentez également. Et restez avec nous, on poursuit ça dans un moment. La parité au sein du Conseil des ministres est-elle essentielle? C'est la question de notre débat de ce soir. Question pour vous deux. Vous dites qu'il faut prioriser les compétences. Là, tantôt, on comparait un peu là, les différents portefeuilles, leur importance et est-ce que c'est une femme ou un homme qui a ça entre les mains. On s'entend que si, historiquement, il y a toujours eu plus d'hommes que de femmes en politique. Il y a des moments où il n'y avait que des hommes, d'ailleurs, dans le passé. Est-ce que si on s'assure pas d'avoir une parité, qu'on donne des ministères peut-être moins important à certaines femmes pour qu'elles puissent se faire les dents. Je pense à Karianne Bourassa, une jeune, moins de 40 ans, quand même elle devient ministre aujourd'hui. Dans quelques années, elle pourrait surprendre, non? Bien, la parité, là, ça se fait lorsqu'on choisit les gens qui vont se présenter comme députés en disant est-ce que je vais travailler pour la montée? Peut-être qu'en partant, non. Moi, je trouve que c'est une bonne affaire pour le ministère qu'elle a, mais il reste que tu choisis ça au tout début, pas à la fin, lorsque tu arrives devant ton bassin. Tu dis là, il faut que je sois absolument paritaire. Ça marche pas. C'est sérieux quand même, même si c'est un petit ministère, mais un peu, même si c'est un petit ministère, on s'en va gérer des gens, on s'en va gérer, c'est exactement ce qu'elle disait, on s'en va gérer des milliards. Il n'y a aucun ministère qui n'a pas des milliards impliqués et on s'en va faire une différence. Donc, comment tu peux aller faire une différence si tu n'as pas la compétence? Moi, là, quand je suis sorti de l'école, je ne pouvais pas être CEO d'Air Canada, ni de Post Canada. Aujourd'hui, peut-être. Avec l'expérience. Aujourd'hui, mais tu as eu des postes avant ça. Ben oui. Il faut, à un moment donné, permettre aux gens d'atteindre certains postes. Oui, non? mais il y a eu ces postes-là, pas parce qu'il était un homme. On veut pas avoir un poste parce qu'on est une femme. On veut pas entrer dans une statistique. On veut pas être la représentation d'une statistique. Ah, c'est encore drôle. Il va falloir savoir c'est quoi qui en inclut dans le on, parce que moi, je veux totalement être incluse dans cette statistique-là et avoir un poste parce que je suis une femme noire. Parce que c'est ça qu'on oublie toujours. On pose la question de la compétence et on la met en contradiction, cette notion de compétence et de parité ou compétence et de diversité. Ça me surprend, Déborah. Qu'est-ce que te surprend, François? Que tu acceptes parce que tu es une femme noire, que tu peux avoir des postes supérieurs à l'autre. Tu as des compétences. Bien sûr. C'est pourquoi? Parce que le fait même que je sois choisie dans ce type de conseil ou de réunion ou de campagne, peu importe, veut nécessairement dire que je sois compétente. Parce que cette sélection n'irait pas à des gens qui n'ont pas la compétence. Le pool de diversité ou de parité duquel on va choisir est déjà un pool compétent. On ne se pose jamais la question sur la compétence des hommes médiocres ou moyens. Jamais. Jamais. Okay. Tu as nommé Air Canada tout à l'heure. Combien de fois on a remis en question la compétence du PDG d'Air Canada? On a remis en question. Toi qui as ramené le sujet d'Air Canada, n'est-ce pas, c'est une petite blague, on a remis une question. Je veux juste répondre à la question tout à l'heure, Michel, très rapidement par rapport au fait des élections. Et François a dit que la parité commence dès l'élection. J'aimerais rappeler à mon collègue que les femmes sont les personnes qui votent le plus. Je viens de vérifier pendant la pause, justement, dans les 18-24, 24-35, ce sont les femmes qui votent en plus grand nombre. Et les femmes choisissent des députés. Ça fait beaucoup plus d'efforts pour aller choisir. Et
Et après, c'est la sélection des premiers et des premières ministres de ne pas choisir la parité. Il faut arrêter de penser que la parité, ça doit être tout le temps au détriment des hommes ou des femmes. Les compétences. Si le Conseil des ministres, elle avait mis juste des femmes, j'ai aucun mot à dire. J'aurais dit parfait, je m'en fous. Ouais, mais la réalité, toi, tu as essayé d'en recruter des gens politiques, des femmes en politique. J'ai même essayé de te recruter dans ce moment-là. Puis quand tu veux convaincre une femme de se lancer, il faut que tu en rencontres 20. Quand tu vas voir des hommes, le premier que tu vas voir, tu vas juste lui parler un peu, lui dire comment il peut être beau puis bon, faire de la politique, puis il embarque la majorité du temps. C'est beaucoup plus compliqué parce que les femmes, ils n'ont pas de modèle pour monter là. Puis le principe de la compétence versus la parité, là, la compétence versus la parité, je suis le premier à dire qu'il faudrait toujours prendre la personne la plus compétente, mais c'est pas vrai que les 46 % de femmes élues à l'Assemblée nationale sont moins compétentes que les 54 %. Mais c'est pas notre discours. Mais c'est pas notre discours. Non, mais à partir de là, juste donner mon idée, à partir de là, il n'y a aucune raison que dans le pool des députés de femmes, la première ministre n'est pas capable d'aller choisir 12, 13 ou 14 femmes compétentes et les mettre dans des postes, comme tu as bien nommé, de haut niveau à la limite, au niveau qu'elle est là. Donc, si elle les avait pas, je pourrais peut-être le comprendre, mais c'est pas vrai. Elle les a, les femmes compétentes. La représentation féminine est là. La compétence est là déjà. Donc, pourquoi on pose la question de la compétence? La compétence n'est pas une notion binaire. On n'est pas incompétent ou compétent. On a des compétences, on a une trajectoire, on a des expériences, on a un tempérament, on a un leadership qui s'exprime de différentes manières et c'est un profil qu'on recherche pour accéder à un poste de ministre. Et pourquoi on veut encore une fois souligner et remettre en question tout le temps la compétence quand il s'agit de choisir des femmes? C'est toujours ça la question. Quand il s'agit de faire face à la parité, à la diversité, c'est là tout de suite, oh oui, mais la compétence, il faut y penser. Mais jamais quand on est en train de nommer des premiers ministres et des députés, des ministres qui sont des hommes tout le temps, on se pose, oui, mais est-ce qu'on a tout la compétence et la représentation? Je veux juste remettre quelque chose au clair, là. Moi, je suis pas contre le fait, puis je le dis depuis, ça fait 3e fois que je dis que si ça avait été un Conseil des ministres uniquement féminin, je n'ai aucun problème avec ça. Ne me dis pas, ne me fais pas de mettre des mots. Là, je te dis que le Conseil des ministres qu'elle a fait, il est loin d'être paritaire parce que peu importe les raisons, il n'est même pas en zone paritaire. Et pour moi, je vais avec la compétence, point final. Puis les femmes qu'elle a nommées, elle les a nommées à des postes qui demandent moins de compétences. Donc pour moi, c'est important. François, c'est ça qu'on te dit. On aurait dû la forcer. S'il y avait eu une règle, on la forçait. On n'en veut pas de règle. Non, mais la règle existe déjà. Tu me viens de dire que c'est pas assez paritaire à ton goût. C'est une loi depuis 20 ans. C'est une loi. La loi sur la gouvernance des sociétés d'État. Depuis 20 ans. Choisissons les femmes, comme Alain a dit. Précisons qu'en 2017, l'Assemblée nationale a adopté une motion pour que la parité soit dans tous les domaines de la société, mais on a exclu de l'imposer aux partis politiques. C'était une erreur, ça? C'était tout à fait une erreur. Parce que l'État ne peut pas avoir un message contradictoire. Dans plein de secteurs, parce que lorsque tu vas embaucher quelqu'un... qui vont diriger notre société. Parce que lorsque tu vas embaucher quelqu'un, tu vas passer une entrevue, tu vas faire un choix, tu vas dire cette personne-là n'a pas les compétences et tu peux le mettre en poste. Un ministre, un député est élu. Ça ne veut pas dire qu'il a les meilleures compétences et tu dois faire après ça ton pool pour faire ton Conseil des ministres. Commentaire de Sylvain pour aller à la pause. Il est sûrement désiré, mais ici, l'erreur est que Christine Fréchette a dit vouloir atteindre la parité alors qu'on y est finalement très loin. On rappelle qu'on est quand même dans la zone paritaire, en début de zone paritaire. Alors, est-ce que c'est essentiel la parité dans un Conseil des ministres? C'est le débat. On aura des commentaires au retour. Alors, la parité au sein du Conseil des ministres est-elle essentielle? Martine nous dit « La parité est essentielle et peut n'être que bénéfique pour la société. Elle peut aussi favoriser un équilibre systémique. » Josh nous dit « Je pense que ce qui importe, c'est la méritocratie. La parité, c'est du signalement de vertu. » Et Mario nous dit « Les femmes sont aussi bonnes que les hommes, mais l'important, c'est d'avoir la compétence, peu importe la parité. » Alors, si on veut s'assurer d'abord d'avoir un bassin, que ce soit d'hommes ou de femmes, mais paritaire, il faut réussir à convaincre davantage de femmes de se lancer en politique. Tu as vécu cette difficulté-là d'attirer. Comment on fait pour attirer davantage de femmes, recruter davantage de femmes en politique? Bien, je pense que la première des façons de faire, c'est de leur offrir des opportunités pour apprendre, d'embarquer sur des conseils d'administration, mettre de la formation, faire de la sensibilisation. Je pense que ça part directement dans les écoles. Les jeunes leaders qui embarquent dans des conseils étudiants, leur donner de la place, parler d'égal à égal. Puis ça, je pense que plus ça va aller, plus on va y arriver, plus on aura des modèles féminins aussi. Fait que cette parité-là, ultimement, elle va finir par disparaître naturellement. Puis on le voit lors de la dernière élection au Québec, il y avait plus de femmes candidates
qui se sont présentés que d'hommes. Oui, quand même. Les partis Oui, c'est politiques font des efforts pour y arriver, ce qui fait qu'on a 46 de députés. Il n'y a aucune raison que dans le bassin qui est là, qu'on n'arrive pas à 55 Moi, ce discours-là, j'en peux plus l'entendre. Je trouve ça paternaliste, je trouve ça infantilisant. C'est comme si les femmes, on a besoin de modèles, on a besoin de formation, on a besoin d'être rassurées, comme si on est des espèces d'êtres vulnérables. Non, c'est que les femmes, dans la fleur de l'âge, lorsqu'elles mettent des enfants au monde, elles veulent être présentes et c'est compliqué d'allier la vie politique avec la vie familiale. Alors, bien sûr que c'est plus difficile de convaincre des femmes de se lancer en politique entre un certain âge et un certain âge. Jean Lapierre disait que le meilleur moment pour faire de la politique, c'est au début de ta carrière, quand tu n'as rien à perdre, ou en fin de carrière, quand tu as tout à donner. Mais entre les deux, être parent, concilier les deux, pour une femme, c'est encore plus difficile. C'est juste ça. Les hommes, on peut y aller quand on a des jeunes enfants, mais pas les femmes. Exactement. En tout cas, c'est ce qui explique. S'occuper de sa famille, par contre. Oui, ça, c'est con, on se fait rappeler à l'heure dans la maison. J'allais dire, il y a des politiciennes qui ont décidé de justement se retirer un peu parce que c'est les années de jeunesse de leurs enfants. OK, rapidement, reste quelques secondes. Mais écoute, on peut faire comme Québec solidaire puis vous permettre les comtés qui existent déjà aux femmes, parce que c'est ça qu'ils font au Québec solidaire. Je pensais que tu allais dire une grosse craque en quelques secondes. Moi, j'aimerais juste rappeler que si ce n'est pas parce qu'un élément ne s'applique pas à soi-même, donc par rapport à Jacinthe, que ça ne veut pas dire que ce n'est pas vrai. Oui, les femmes ont besoin de modèles. Oui, les femmes ont besoin d'une accessibilité plus importante à certains réseaux de pouvoir pour faire en sorte d'aller chercher les compétences que vous mentionnez pour aller occuper ces postes de ministre. Donc, ça, c'est très important. Donc, allons voir maintenant, en début d'émission, ça ressemblait à ça. 28 pour le oui, 72 pour le non. On termine ça comment? Comme ceci. 8 seulement pour le oui. Le oui, 92 pour le non. Jacinthe, choix du public ce soir pour les meilleurs arguments. Moi, une pensée que j'ai, Déborah, c'est là, on parle de parité, peut-être que dans 30, 40 ans, comme dans bien des domaines, il y aura davantage de femmes en politique. Je parle davantage que d'hommes, là. Davantage d'hommes, inversé. Je suis avec toi. OK, passez une excellente nuit. On se retrouve demain. Bye-bye.